là avec vous ce soir. Entrez, vous installer, on va parler de vin ensoleillé. Est-ce que vous m'entendez bien? Dites-moi, n'hésitez pas à intervenir à n'importe quel moment, principalement pour poser des questions et de challenger un peu tout le monde pour qu'on en obtienne le plus possible de ce direct en live. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Bruno, bonjour à tous ceux qui sont là. Un petit bug de réseau. Peut-être que dans le quartier, tout le monde se connecte en même temps. Que tout le monde essaye de se connecter à ce live pour en apprendre plus sur les vins du soleil. C'est peut-être ça la raison. Enfin, en tout cas, bienvenue à tous. On va faire un dernier petit live aujourd'hui. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont intéressés. Voilà, maintenant que les gens sont plus déconfinés, donc on verra sous quelle forme ça reprendra plus tard. Mais voilà, aujourd'hui, on va parler des vins de soleil. On a déjà parlé de Pinot Noir, on a parlé de Chardonnay, on a parlé de Sauvignon, de Sémillon. Et là, dans les vins, et de Cabernet Sauvignon et de Merlot, effectivement aussi. Et cette fois, j'avais envie de vous emmener un peu plus au sud, à un endroit où les raisins ont besoin de beaucoup plus de soleil. On va descendre, on arrive à Lyon, et dès qu'on dépasse Lyon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé par cette belle autoroute du soleil, et on passe à travers les beaux coteaux, les terrasses magnifiques qui sont de part et d'autre de l'autoroute, là, à travers la Côte-Rôtie. Voilà, tous ces endroits où on trouve cette belle Syrah, magnifique, magnifique cépage qui démarre à partir du sud de Lyon et qu'on va retrouver assez loin la frontière espagnole en fait. Donc la Syrah, c'est un cépage qui est probablement originaire du nord de la vallée du Rhône. Et petit, comme c'est un cépage très qualitatif, petit à petit, elle a migré de plus en plus au sud pour compléter un petit peu les cépages qui étaient moins qualitatifs, peut-être un peu plus ordinaires, et pour donner plus de classe, plus d'élégance au vin du Languedoc. On aura l'occasion d'en reparler là. En tout cas, la Syrah et le Grenache, qu'on va croiser assez fréquemment dans cette petite discussion, sont des cépages qui ont besoin d'avoir beaucoup de soleil pour mûrir correctement et arriver à une maturité suffisante pour produire les vins qu'on attend dans les appellations dont elle est ils sont les deux un peu les stars. Quelqu'un dit Condrieu, oui, mais Condrieu c'est du vin blanc. On utilise le Vionnier, mais effectivement Condrieu et Côte-Rôtie sont mitoyens. Et c'est là qu'on retrouve ces deux grands cépages. Alors, juste pour faire un petit balayage, la Syrah et le Grenache, dont on va parler principalement aujourd'hui, sont deux cépages qui produisent des vins très riches, des vins puissants, des vins qui sont aptes au vieillissement. On reconnaîtra en les dégustant ce côté assez opulent, riche, assez dense et très parfait, et avec assez fréquemment un degré qui est plutôt élevé. Donc voilà, c'est ce que le soleil donne. Plus il y a de soleil, plus il y a de sucre dans les raisins, ça c'est la logique. Et plus il y a de sucre dans les raisins, plus il y a d'alcool au final dans le produit fini, dans le vin, une fois la fermentation terminée. Donc c'est un certain style de vin, et plus on descend, plus on va vers le sud, et plus on aura cette
typologie de vin puissant, de vin de soleil, avec des degrés d'alcool assez élevés, des vins avec des épices, voilà. Donc c'est très intéressant. Donc si on reprend le petit voyage sur l'autoroute en allant dans le sud, eh bien on traverse donc les vignobles du nord de la vallée du Rhône. On appelle ça la vallée du Rhône septentrionale. Et là, on a seulement de la Syrah en rouge. C'est le cépage qu'on trouve en solo, hein, vraiment en monocépage, que ce soit, sauf petite... bon, il y a toujours des exceptions en fait, je dis en solo, mais en disant ça, j'imagine tout de suite qu'en côte rôtie, si on veut, on peut mettre un peu de viognier dedans pour atténuer un peu la force de la Syrah. Mais bon, disons de manière générale, on trouve la Syrah toute seule dans les vignobles du nord de la vallée du Rhône et en assemblage en descendant. En tout cas, au nord, c'est là où on a les appellations Cornas et Saint-Joseph et Cros-Hermitage et Hermitage. Certains existent en blanc et en rouge, mais quand c'est rouge, la Syrah. C'est cette Syrah qui pousse sur ces terrasses qui surplombent le Rhône, là, qui a une belle exposition, la réverbération du Rhône, plus les terrasses pour... c'est un peu comme quand on se met sur une plage, on met sa chaise longue sur la plage à des endroits où on est le mieux placé par rapport au soleil. Bah, c'est un peu la même chose, les ceps de vigne sont plantés sur des terrasses qui sont comme des petits murs de pierre sèche, hein, pour en fait être aux meilleures places, avoir la meilleure exposition et mûrir correctement. Et puis à ces endroits, on plante aussi des petits piquets. On appelle ça des échalas, parce qu'il y a beaucoup de vent dans la vallée du Rhône et les cépages peuvent, surtout quand ils sont petits, avant qu'ils soient bien noueux et bien épais, à ce moment beaucoup plus fragile, et le vent, le fameux Mistral, peut les déraciner. Donc on les attache avec un piquet, on les noue, et comme ça, les ceps sont bien attachés et bien solides. Donc voilà, au nord de la vallée du Rhône, je regarde vos questions en même temps, hein. Au nord de la vallée du Rhône, on a donc cette pure Syrah pour les vins rouges. Là, on va parler que de vins rouges aujourd'hui. Et puis, en descendant progressivement, on descend Valence, Montélimar, et là, on commence à trouver du Grenache. Il y a une vraie différence climatique entre le nord de la vallée du Rhône et le sud de la vallée du Rhône. On trouve le début des vignes de Grenache par là, qui sont soit seules, soit assemblées avec la Syrah. Donc ça fait que chacun a son rôle à jouer. Grenache qui est plutôt alcooleux, plutôt costaud, qui monte en alcool, et la Syrah qui est avec une structure tannique plus marquée et d'autres parfums. Du coup, l'un avec l'autre, ça se complète très bien. Et là, du coup, en descendant dans la vallée du Rhône, on arrive dans les appellations qu'on connaît bien, autour d'Avignon, avec les Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueras, voilà, tous ces noms qui sont qui évoquent assez de la puissance, et le côté assez fort des vins puissants. Et aussi, ça c'est pour les appellations communales, et tout autour de ces appellations, il y a les Côtes du Rhône, les Côtes du Rhône village, et les Côtes du Rhône village, avec en plus le nom du village, pour montrer la hiérarchie. Plus c'est précis sur l'étiquette, plus on sait que ça vient d'un endroit très très précis. Et donc ça, c'est des assemblages de Grenache et de Syrah, Syrah, Grenache, Grenache, Syrah, pourcentage plus ou moins comme le veut le vigneron, hein, en goûtant, selon l'encépagement qu'il a dans son vignoble. Voilà, il fait un petit peu au mieux, ou comme ça lui plaît, ou alors en différentes cuvées, avec
à Châteauneuf-du-Pape, par exemple, on a le droit d'utiliser 13 cépages pour faire le Châteauneuf. Donc c'est énorme. Ça laisse une palette très 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 grande. Mais même dans les 13 cépages, il y a toujours beaucoup plus de grenache que des autres cépages. Et parfois même, il y a des 100% grenache. Donc c'est vraiment le cépage qui commence à s'exprimer au maximum. Voilà, dès qu'on arrive vers Avignon, là le grenache est majoritaire. C'est la stature du grenache qu'on retrouve absolument dans toutes les cuvées et qui donne cette personnalité qu'on attend dans les vins du Rhône. Et donc là, on est vraiment dans grenache. Et puis la Syrah, qui vient de plus au nord, et bien finalement, avec les améliorations qualitatives qu'on a connues dans tout le vignoble de la Méditerranée, tout le Languedoc, Roussillon, et même les Côtes-du-Rhône, parce qu'il y a encore peut-être 25 ans, les Côtes-du-Rhône, ça pouvait être vraiment un petit vin de comptoir qui n'était pas du tout aussi riche, aussi dense, aussi intéressant que les Côtes-du-Rhône, même les Côtes-du-Rhône tout simples, qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est justement parce que on a un peu forcé les viticulteurs à planter les cépages un par un. Pendant très longtemps, on appelait ça des complantations. Et les parcelles de vignes avaient plusieurs cépages au même endroit. Quand je vous disais tout à l'heure que les Châteauneuf-du-Pape avaient le droit d'être élaborés avec 13 cépages différents, mais en fait c'est parce que dans les mêmes parcelles, on en avait plusieurs en même temps. Ça veut dire qu'on ramassait un peu ensemble, le jour des vendanges, on ramassait tous les cépages de la même parcelle. Mais ça veut aussi dire qu'il y en avait qui étaient plus ou moins mûrs. Il y avait des blancs et des rouges mélangés aussi. Et donc finalement, on a un peu forcé la main aux viticulteurs au moment de replanter, de faire des plantations cépage par cépage, parcelle par parcelle. C'est-à-dire que ça permet d'arriver à une meilleure maturité de raisin, au moins une maturité plus homogène à l'intérieur d'un même petit ou d'une même parcelle. Et ça finalement, ça a permis une remontée qualitative très, très importante des Côtes-du-Rhône. Et pendant ce temps-là, la Syrah, elle a continué son chemin. On arrive après, en continuant le cheminement, on arrive dans le Languedoc. Et dans le Languedoc, peut-être que si vous êtes très jeune, vous ne savez pas. Si vous êtes un peu plus âgé, vous avez des souvenirs où vous avez entendu dire que dans cet immense vignoble, qui est le plus grand vignoble du monde, d'un seul tenant, c'est vraiment gigantesque, on ne faisait pas que des vins comme on les connaît aujourd'hui. Quand on parle d'un Corbière, ça ne fait pas faire la grimace. Au contraire, c'est des vins qui ont une aura et qui sont des vins très très qualitatifs. Mais en fait, on a incité les viticulteurs à arracher les cépages qui étaient trop productifs, trop simples finalement. Et les gens ont replanté massivement, ils ont été aidés financièrement, il y a eu des primes à l'arrachage, et ils ont pu replanter des cépages plus qualitatifs, comme la Syrah par exemple. Et ça a énormément contribué à faire évoluer les vins du Languedoc. Voilà. Alors ça c'est vraiment très important. Il y a quand même des viticulteurs qui se sont dit, en fait, moi, le patrimoine de mon vignoble, de ce que les ancêtres ce que j'ai eu en héritage de mes ancêtres, c'est aussi certains cépages qui ont la vraie identité de la Méditerranée. Et c'est comme ça qu'on a gardé quelques parcelles de Carignan, par exemple. Carignan, c'était un cépage qui avait très mauvaise réputation parce qu'il était très productif. On pouvait faire, si ça vous parle, on pouvait faire 250 hectolitres à l'hectare. Aujourd'hui, on fait 25, 30, 35, avec des vignes qui sont un peu vieilles et qui produisent de moins en moins.
Donc ça a été vraiment une incitation à remplacer, et d'autres qui se sont dit, ok, je remplace une partie des vignes, mais aussi je garde ce patrimoine qui est les cépages autochtones et qui est très intéressant. Alors il n'y a pas que le carignan, il y a plein d'autres aussi, mais c'est surtout le carignan dont on parle aujourd'hui et qui fait en fait la fierté des vignerons du Languedoc et du Roussillon, qui ont su garder ce cépage sur les terroirs les plus intéressants, les granites, les schistes, ces sols qui ont une forte personnalité et qui ont une identité très très nette au vin. Donc ça, c'est vraiment intéressant à découvrir si vous avez l'occasion de discuter des vignerons du Languedoc-Roussillon sur l'héritage qu'ils ont reçu des différentes générations et leur point de vue aujourd'hui de garder les cépages autochtones, ou au contraire de se dire allez, on a tourné la page, on fait quelque chose de différent. Et c'est vrai que c'est des discours très très enrichissants finalement d'essayer de comprendre ces différences. Alors quoi vous dire? Donc on a vu que la Syrah était descendue jusqu'au sud, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis pendant ce temps-là, le Grenache, il a fait le chemin inverse. Le Grenache, c'est un cépage espagnol. Donc lui, il est parti de l'Espagne et il est remonté. Il a colonisé doucement, même passé par la Catalogne espagnole. Et puis il a traversé la frontière, il est venu s'installer à Lyon. Vraiment, on le retrouve... on le majoritairement, et puis petit à petit il est venu, il est remonté, et c'est pour ça qu'on le trouve jusqu'à Montélimar à peu près. Donc vous voyez, il y a eu un endroit où ils étaient faits pour se rencontrer, c'est comme un beau mariage. Voilà, ils ont chacun fait leur petit chemin, ils se sont retrouvés au milieu, et ça on peut dire comme si c'était une très belle histoire, bien sûr. Voilà. Alors, c'est pour vous dire que, bon, on a parlé un peu de la Syrah, les arômes de la Syrah, c'est, je vous dis, épicé. On trouve plutôt des fruits noirs avec la Syrah, vraiment du cassis, de la mûre, de la myrtille, du réglisse, vous voyez, ce type d'arôme vraiment, vraiment serré, concentré, plutôt noir. Et le Grenache, lui, il a plutôt des arômes de fruits rouges. Ça sent souvent la confiture de fraises, la framboise, un peu riche, hein, la framboise écrasée, on va dire. Et puis, dans le Grenache, un côté un petit peu fumé qui est hyper intéressant, qui vient souvent voilà, des schistes et de ces sols qui ont une forte personnalité. Donc, on peut imaginer facilement que si on ajoute les arômes de l'un plus les arômes de l'autre, les deux ensemble, ça complète et ça fait une gamme aromatique beaucoup plus intéressante. Donc ça c'est super passionnant. Et si on revient à parler du Grenache, le Grenache, c'est un peu un magicien, parce que déjà, il existe en plusieurs couleurs. Seulement un pour faire le rouge, c'est le Grenache noir, on appelle ça. Mais il existe aussi en rose, en blanc et en gris. Grenache rose, Grenache gris, c'est intéressant aussi pour faire des vins blancs. Mais le Grenache, comme il a ce côté un peu alcooleux, il monte facilement en alcool, et bien finalement, il y a très longtemps, quand on ne savait pas trop maîtriser les déviances pendant la vinification et après pendant l'élevage, pour éviter que trop ou s'abîme, eh bien on les additionnait d'un alcool neutre qui en fait protégeait le vin. Alors soit ça arrêtait la fermentation, c'est une partie de sucre résiduel, c'est le cas le plus fréquent, et ça protège le vin, et du coup on peut le conserver beaucoup plus longtemps. Ça fait des vins parfois qui sont indestructibles. Moi je sais, à la cave de 3x20, j'ai un Rivesaltes 100% Grenache, un Rivesaltes de 1945-1970, et c'est des vins qui sont
indestructibles parce que l'alcool les a protégés. Et on a ces changements d'arôme qui sont très intéressants parce qu'ils évoluent avec le temps et c'est des gammes aromatiques qui sont complètement différentes des vins qu'on appelle tranquilles. Donc ça c'est super intéressant, donc c'est les Rivesaltes, c'est les Maury, les Banyuls, vous voyez ce type de vin un peu riche, un peu dense, un peu comme les Porto finalement, c'est la même technique avec d'autres variétés de raisins, mais là avec du grenache dans tout le Roussillon. On fait ces magnifiques vins doux naturels qui vont magnifiquement bien avec le chocolat, avec les fromages à pâte persillée. Oh, ça, c'est un régal. Mais c'est un peu tombé en désuétude. Les gens n'aiment pas trop les vins sucrés. Moins la mode, hein, c'est vrai. Surtout maintenant, on maîtrise beaucoup les vinifications, etc. Donc c'est un peu tombé en désuétude. Il y a quand même l'exemple du Mas à miel que vous connaissez peut-être, qui est quelqu'un qui, le nouveau propriétaire, il y a déjà maintenant un bon moment, il s'est dit mais il n'y a pas de raison que ce soit des vins un peu poussiéreux et tout ça. On va essayer de moderniser, donner une image plus moderne, plus jeune. Et ils ont très très bien réussi leur coup parce que ça a aidé l'appellation Maury à revenir un petit peu sur le devant. Mais surtout, puisque les vins se vendaient moins bien, eh bien les viticulteurs se sont dit ils ont des vins normaux, des vins qui ne sont pas des vins transformés par un ajout d'alcool. Faisons du vin rouge classique. Et en fait, c'est ce qui est maintenant connu dans le Roussillon. Ces vins un peu d'altitude, ces vins de schiste, qui sont souvent mis en avant sur les étiquettes. On voit assez fréquemment le terme schiste pour montrer qu'il y a une vraie particularité sur ces terroirs. Donc on trouve là des purs grenaches, mais qui sont absolument sublimes, tout comme des purs carignans ou des assemblages, parfois avec un peu de syrah, qui sont vraiment superbes et qui ont vraiment aidé le Roussillon à reprendre un peu du poil de la bête et à être connu, parce qu'on parlait finalement pas mal du Languedoc qui est plus grand, hein, qui permettait voilà, comme c'est un très grand vignoble, la force de frappe était beaucoup plus importante et le Roussillon un petit peu plus en retrait. Et finalement, c'est là qu'on trouve des choses absolument magnifiques. D'ailleurs, les abonnés du mois d'avril 3x20 ont reçu un vin absolument incroyable qui vient d'une seule parcelle qui a été défrichée à la pioche. Pour planter grenache et avec un peu de syrah, une parcelle qui s'appelle l'Aragonne et qui donne un vin d'une fine, mais on n'imaginerait jamais ça venant d'un endroit aussi ensoleillé. Mais finalement l'altitude, hein, le fait que ce soit planté en coteau comme ça permet d'être plus exposé au vent et des nuits un peu plus fraîches, ça donne une finesse. On n'imaginerait pas avoir autant de délicatesse alors qu'il y a un ensoleillement tout à fait massif, hein, finalement. Voilà, donc les schistes, les terrasses de pierre, le grenache, il aime aussi ces gros galets roulés, vous savez, en revenant un peu dans le Rhône, à Châteauneuf-du-Pape, il y a, alors ça c'est vraiment pas le royaume des mauvaises herbes parce qu'elles risquent là, hein. Il y a ces espèces de des galets roulés, on appelle ça, c'est des anciennes alluvions du Rhône. C'est des galets mais vraiment gros, ça ressemble à pamplemousse un peu aplati, vous voyez, comme taille. Et en fait, ces énormes galets emmagasinent la chaleur pendant la journée et ils la restituent pendant la nuit. C'est hyper dur de faire des plantations de nouvelles vignes, hein, dans un truc pareil parce que vraiment le sol est jonché d'une couche assez épaisse
aller rouler. Alors la terre est en dessous, parfois il y a du sable, mais c'est quand même intéressant de voir qu'on peut planter, on arrive à planter de la vigne dans des terroirs aussi hostiles finalement. Mais c'est très utile pour la maturité des raisins. Après, ça peut, attention aux excès, mais c'est quand même intéressant de voir les différences qu'on peut trouver d'un endroit à l'autre de typologie de sol qui donnent des vins à personnalités différentes. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, donc, on dira, on a Grenache, on a parlé un peu de Carignan. Et il y a un autre cépage qui est hyper intéressant aussi dans le sud, en général dans le sud, pas seulement en Languedoc et en Rhône, mais aussi en... C'est un cépage qui s'appelle le Mourvèdre. Et le Mourvèdre, c'est aussi un cépage espagnol, comme le Grenache. Ils sont venus tous les deux de la péninsule ibérique. Et le Mourvèdre, qu'on appelle Matao en Espagne, il a un atout énorme qui joue en sa faveur. C'est que lui, il a du mal à arriver à bonne maturité. Ce qui veut dire que finalement, malgré le soleil, malgré la puissance solaire qu'on trouve dans le sud, eh bien, le Mourvèdre, il apporte une bonne acidité parce qu'il est jamais ou rarement très mûr. Il est rarement en surmaturité. Il faudrait vraiment le ramasser longtemps après les autres pour avoir une surmaturité. Et donc, on l'aime énormément parce qu'il apporte cette fraîcheur. Il apporte cette espèce de qui surélève un peu la force, la puissance, l'opulence des vins qui sont faits avec du Grenache et de la Syrah. Voilà, donc c'est un peu la variable d'ajustement qui permet d'avoir cet équilibre, cette longueur en bouche qui est vraiment très très intéressante. C'est d'ailleurs, vous connaissez l'appellation Bandol en Provence, et bien les magnifiques bandoles, les plus jolies bandoles, sont monocépages Mourvèdre, des 100%. Et ça veut dire aussi que c'est des vins qui ont une durée de vie, un potentiel de monumental, parce que c'est un cépage qui a cette trame tannique et cette acidité qui permet d'avoir des vins de garde. Je regarde juste s'il y a des questions. Baume de Venise, absolument. Venise en rouge, en confondant Baume de Venise, mais en disant que c'est un vin blanc sucré, mais absolument pas. C'est le muscat de Baume de Venise qui est un vin blanc sucré, alors que le Baume de Venise est tout à fait un vin rouge. Grande majorité de Grenache. La plupart des appellations de la vallée du Rhône doivent être majoritairement à base de Grenache. C'est un peu le fil conducteur pour retrouver la même typicité, pour que le consommateur se retrouve un peu avec la même typicité d'un vin à l'autre. Donc effectivement, le Grenache est majoritaire et à Baume de Venise particulièrement. Merci Bruno qui doit nous quitter, très gentil. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Je regarde juste si vous aviez d'autres choses. N'hésitez pas à poser vos questions, à me dire ce que vous pensez, peu importe, dites-moi. C'est vrai que maintenant, je dis un petit peu au début pour ceux qui n'étaient pas encore là, comme le déconfinement est arrivé, vous êtes un peu moins nombreux à suivre les lives. Du coup, on va arrêter pour le moment, mais je vais chercher une formule, quelque chose qui fonctionne bien et qui vous fasse plaisir et qui permette aux gens d'apprendre un peu sur le vin et de... Moi, j'aime bien expliquer le vin de manière assez décontractée et assez simple parce que voilà, je trouve que le vin snob, c'est pas du tout intéressant. Et puis surtout, je voudrais continuer à vous parler de ce livre et de le parcourir avec vous parce que je sais que les gens ont vraiment
très envie d'apprendre et de connaître un peu plus. Et le sujet est intéressant. Et voilà, je vais essayer de trouver des petites tactiques pour vous en parler comme ça de manière très spontanée. J'aime beaucoup le principe et je trouve que c'est le côté naturel, c'est beaucoup plus intéressant que des cours magistraux où on prend des notes, etc. Bon, il y a un temps pour ça, hein, bien sûr. Ah voilà, je trouve que le format est super pour pouvoir en parler librement et que les gens puissent poser leurs questions voilà, de manière décontractée. Voilà. Alors, dites-moi si vous avez encore des petites questions à poser sur les vins du Sud. Vous savez que j'aime énormément les vins du Languedoc et du Roussillon et de la vallée du Rhône. J'en mets d'ailleurs assez fréquemment dans les box de 3x20. Pour ceux qui ne savent pas, je suis la fondatrice de 3x20. Et il y a 10 ans, presque 10 ans, on va fêter les 10 ans à la fin de l'année. Et il y a presque 10 ans, j'ai lancé la première box de vin en France pour partager en fait mes découvertes et les vins que je découvre sur le terrain, puisque je passe énormément de temps chez les viticulteurs et ça fait 20 ans que je fais ça, donc j'ai énormément de bonnes adresses et de viticulteurs qui travaillent hyper bien, que je partage tous les mois avec mes abonnés avec différentes formules pour partager ces découvertes. Donc voilà, ceux qui sont abonnés, qui ont l'habitude, que je partage souvent des pépites du Languedoc, du Roussillon, de la vallée du Rhône, donc des vins qui ont ces cépages, qui contiennent ces cépages dont on vient de parler là, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Carignan, etc. Cinsault également. Et effectivement, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens qui sont venus s'installer dans ces régions-là, qui étaient soit vignerons ailleurs, soit des néo-vignerons, des gens qui sont venus par amour de ce beau produit, ou alors des nouvelles générations de viticulteurs qui ont eu envie de changer un petit peu les choses et qui ont pris le courant tel qu'il arrivait pour faire les vins un peu différemment, plus des vins de table et plutôt des vins à forte identité. Et ça, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc voilà, je partage souvent ces pépites. Je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait un petit peu de moi dans tout chez qui les box de 3x20. Voilà. Alors,